Adrien Quatennens, qui est avec nous en direct, le député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes en duplex à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous, Adrien Quatennens. Bon, Bonsoir. on est en train de parler du nouveau gouvernement depuis quelque temps. On ne l'épargne pas, hein, puisque nous sommes des observateurs à l'esprit aiguisé. Et bien donc, quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que Emmanuel Macron nous avait dit qu'il voulait se préparer à une grande coalition et que, prenant acte du résultat des élections législatives, il y aurait peut-être quelques débauchages. Et ce qu'on voit à l'arrivée, c'est un gouvernement extrêmement resserré, avec ce qu'il reste du noyau de la Macronie qui est conforté, voire même des éléments qui étaient sortis qui reviennent. Et puis, à côté de ça, aucun débauchage, aucun élargissement en réalité. Hier, Aurore Berger laissait entendre que peut-être Yannick Jadot pourrait faire partie des hypothèses. Ça n'est pas le cas, je m'en félicite, pas plus d'ailleurs que Fabien Roussel. Et puis, il y a aussi des étrangetés dans le casting. Par exemple, M. Christophe Béchu du parti Horizon qui se retrouve à l'écologie sans qu'on ait vu que cet homme ait pris dans le passé quelques mots ou quelques positions en direction d'une bifurcation écologique qui est ô combien nécessaire si on s'attache à la parole des scientifiques. Donc tout ça est assez étonnant, mais est surtout le signe d'une Macronie finissante, je le crois, et d'un Emmanuel Macron qui est à chaque fois face aux réalités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité pour appliquer son programme, pas plus qu'il n'y a de ministres pour rejoindre son gouvernement et l'appliquer avec lui. Et le plus dérangeant dans tout cela, c'est ce qui nous est annoncé pour mercredi, car vous savez qu'ici à l'Assemblée, mercredi, on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant, Adrien Quatennens. On va en parler dans un instant, de la confiance dans un instant. Je voudrais revenir sur le gouvernement. Parce que, bon, par exemple, Christophe Béchu, il dit que sa ville est la ville la plus écologiste de France. Et puis, on a envie de vous dire, mais qui vous vouliez du coup au gouvernement, vu la situation? On est en démocratie, vous ne vouliez pas qu'il n'y ait pas de gouvernement du tout. Donc s'il y a un gouvernement tel qu'il est aujourd'hui, puisque un certain nombre de partis ne veulent pas le rejoindre, vous vous en félicitez, mais qui vous auriez aimé alors? Non mais attendez, deux choses, Rutel Krief. D'abord, qui j'aurais aimé, c'est pas une question de casting. Nous pensons qu'il faut un autre gouvernement, un gouvernement qui remplace ce qu'élabore Emmanuel Macron pour mener une autre politique que la sienne et réparer tout ce que sa politique a semé depuis 5 ans. Voilà, donc c'est pas simplement une question de casting. Il vous a pas échappé qu'il y a encore quelques semaines, nous étions toutes et tous candidats aux élections législatives pour bâtir une majorité avec l'espoir de pouvoir gouverner ce pays. Ça n'a pas été rendu possible. Mais donc, plus que tout maintenant, ce que nous attendons, c'est le contenu qui va être porté. Et je ne vois pas pour l'instant le moindre bouger de la part d'Emmanuel Macron. C'est assez incroyable de voir un président de la République battu aux élections législatives un peu plus d'un mois après son élection présidentielle ne tenir en fait aucun compte dans son programme de cette nouvelle réalité. Avez-vous entendu qu'Emmanuel Macron, par exemple, mettait en cause, ne fût-ce qu'un peu, la réforme des retraites à 65 ans, dont tout le monde sait qu'elle est extrêmement décriée et qu'une majorité de Français la refuse? Non, on a juste vu Emmanuel Macron, donneur de leçons, dire maintenant, c'est aux différents partis de prendre leurs responsabilités. Mais pardon, nous n'avons pas été élus pour accompagner le macronisme finissant. Et dire cela ne veut pas dire que l'on se situe dans une opposition principielle. Si demain Emmanuel Macron est pris par la grâce et a envie de faire le SMIC à 1 500 €, de répartir les richesses dans un pays où le litre d'essence coûte plus de 2 € à la pompe, pendant que Total fait 5 milliards de bénéfices au premier trimestre 2022, on pourrait tout à fait s'entendre sur certains points. Pour l'instant, ça n'est pas la direction qu'il prend. Donc le blocage vient de là. Il vient du fait que Emmanuel Macron est inflexible sur sa politique de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique. Et visiblement, il a du mal à trouver les gens pour venir la tenir avec lui. Alors, Adrien Quatennens, vous vouliez parler de la confiance. En effet, la Première ministre ne va pas demander la confiance au Parlement. Et en fait, bon, c'est pas la première dans l'histoire de la Ve République. Hein. En 64 et en 67, Georges Pompidou. En 68, Maurice Couve de Murville. En 72, Pierre Messmer. Je vais aller plus vite. 88, Michel Rocard. 91, Édith Cresson. 92, Pierre Bérégovoy. Bon, voilà, c'est une pratique. On choisit. Et effectivement, avec une majorité relative, c'est pas facile. C'est tout. Bah, c'est-à-dire tout de même que ça fait 30 ans que ça n'était pas arrivé, qu'un Premier ministre s'adresse à l'Assemblée nationale sans solliciter ce vote de confiance. Ça fait 30 ans que ça n'est pas arrivé. Et surtout, c'est le signe, finalement, d'un gouvernement qui s'assoit sur le résultat des urnes. Je veux dire, s'il n'y a pas de vote de confiance des parlementaires, alors gouverner est le fait de qui, de quoi?
c'est le fait du prince qui, en réalité, ne prend aucun compte de ce qui vient de sortir des urnes. C'est-à-dire qu'il compose son gouvernement avec qui il veut, avec une petite équipe resserrée, pour mener la politique qu'il a décidée, même si celle-ci a été désavouée dans les urnes. Non, ça n'est pas possible. Donc écoutez, même si j'ai entendu qu'à cette heure, Elisabeth Borne n'a pas l'intention de solliciter la confiance, il lui reste quelque chose comme un peu plus de 24 heures pour y réfléchir. Elle peut encore le faire. En revanche, si elle ne le fait pas, c'est assez clair, les oppositions sont en état de déposer une motion de censure qui, dans ce cas-là, permettrait d'avoir un vote de l'Assemblée nationale sur la feuille de route et la composition du gouvernement. Et je pense que c'est assez traditionnel et normal en démocratie. C'est normalement comme ça que ça se passe. Alors, on va écouter Olivier Véran qui répond un peu à ce que vous dites sur la censure dans quelques instants. Mais voilà, on l'écoute. Ce n'est pas dans mon concept et dans ma conception des choses que de vouloir censurer quelqu'un qui n'a pas commencé encore à parler. C'est une drôle de méthode. Avant même que la Première ministre se soit exprimée dans l'hémicycle, vous avez une partie de cet hémicycle qui considère qu'il faudrait l'empêcher d'avancer. Je vous dis, personne n'a intérêt au blocage. Et le message politique des Français, ils ont voulu un Parlement fort, ils ont voulu nous donner une majorité qui soit une majorité relative pour que nous puissions travailler en concertation et de manière constructive avec les oppositions. Ils n'ont pas voulu que la Première ministre soit censurée, que les membres du gouvernement qui viennent d'être nommés ce matin ne puissent pas avoir ne serait-ce qu'une journée pour pouvoir commencer à présenter leur feuille de route aux parlementaires. Donc voilà, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de majorité pour cette motion de censure. Encore une fois, chacun est libre de ses méthodes. Ce n'est pas la même chose d'avoir une motion de censure et un vote de confiance. Vous avez bien entendu, donc vous voulez censurer avant même d'écouter ce qu'elle a à dire. Je crois qu'Olivier Véran se moque du monde et que ça commence très mal pour un ministre chargé des relations avec le Parlement. Non, il est devenu porte-parole. Il est devenu porte-parole du gouvernement. Oui, porte-parole. Mais non, mais en plus, porte-parole du gouvernement. Vous voyez, c'est vrai, ça a changé aujourd'hui. Mais je trouve que c'est absolument hallucinant. Qui plus est pour le porte-parole du gouvernement. Je veux dire, la parole du gouvernement a été bien portée et même colportée ces dernières semaines à longueur d'interviews dans les médias. Je pense par exemple, pour ne citer que celle-ci, à la longue interview fleuve qu'ont donné Bruno Le Maire et Gabriel Attal dans Les Échos, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui vous annonce un retour aux 3% de déficit d'ici à la fin du quinquennat, c'est-à-dire 80 milliards d'économies dans le budget de l'État, alors que tous nos services publics sont à l'os, que vous avez 120 services d'urgence qui sont en état de craquement. Bref, tout ça n'est pas possible. Donc, si vous voulez, le gouvernement a déjà bien annoncé sa feuille de route. Regardez, par exemple, Routel-Krief, sur le pouvoir d'achat, ce qui intéresse la masse des Français qui nous écoutent à cette heure, parce que des dépenses doivent être arbitrées dans chaque ménage compte tenu de ce que pèse le poids de cette inflation aujourd'hui. Eh bien, le gouvernement n'a pas l'intention de s'attaquer à l'inflation. Je veux dire, il ne vient pas juguler l'inflation à sa source, qu'est la spéculation. Il vient s'en accommoder et dire, on va pallier par des petits chèques très aléatoires, souvent très insuffisants, des miettes en réalité, des revalorisations sur le pouvoir d'achat inférieures à l'inflation. Pendant qu'à côté, mais je veux terminer là-dessus, pendant qu'une masse de Français souffre, vous avez la foire aux dividendes qui continue, un véritable casino. Et même si ça vous paraît assez banal comme discours venant d'un responsable de gauche, je veux vous dire que c'est spécialement grave. Vous avez en France 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Alors je crois qu'on a mieux à faire que de distribuer des miettes pour quelques-uns, mais de ne rien dire à celles et ceux qui se gavent, et même de garantir la rente privée. Pour l'instant, c'est ça la feuille de route du gouvernement. Vous comprendrez que ça ne puisse pas être la nôtre. Une question de Valérie Nataf pour vous, Adrien Quatennens, si vous voulez bien. Bonsoir, monsieur le député. Je vous entends parler des oppositions qui, si elles le voulaient, dites-vous, pourraient imposer un nouveau gouvernement, etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a les oppositions unies dans une forme d'union sacrée, les LR, le Rassemblement national, y compris à l'intérieur de la NUP, qui sont sur la même ligne que la France insoumise ? Écoutez, au sein de la nouvelle Union populaire, ce qui est assez clair, c'est que nous sommes rassemblés autour d'un programme. C'est d'abord ça que nous avons fait, et c'est la raison pour laquelle nous restons unis. Pour les autres, chacun sera mis devant sa responsabilité. De la même manière qu'un vote de confiance vous situe dans l'opposition ou dans la majorité, et bien sûr, vous avez raison, il y a des oppositions au pluriel. Il va sans dire que nous ne partageons pas le programme des Républicains et encore moins celui du Rassemblement national. Néanmoins, on peut, dans un texte de motion de censure, faire l'effort de se dire que l'on donne l'occasion à tout le monde de voter ce texte. Par exemple, sur le simple fait que le gouvernement ne tient pas compte du résultat des urnes du 19 juin. Or, contrairement à ce que dit et répète souvent Emmanuel Macron, y compris dans sa dernière allocution télévisuelle, quand il dit aux Français « Le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet clair », Emmanuel Macron sait que le 24 avril, ce qui s'est d'abord passé, c'est que beaucoup de Français
ont en effet voté, utilisé son bulletin de vote, mais l'ont fait d'abord pour éviter Madame Le Pen. Et le véritable résultat des courses, sur le soutien à la politique d'Emmanuel Macron, c'est celui du 19 juin et d'un président défait qui n'a pas la majorité à l'Assemblée. Donc, si vous voulez, la vie ne peut pas continuer après ces élections comme avant. Ce serait absolument anormal. Autre sujet, je vais l'introduire par le fait que Damien Abad n'a pas été conservé dans le nouveau gouvernement. Et Jean-Michel Apathy voudrait vous poser une question. Oui, puisque Damien Abad n'est plus au gouvernement, nous explique-t-on parce que des plaintes sont déposées contre lui, des femmes se plaignent de violences qu'il aurait exercées à leur égard. Éric Coquerel, qui appartient à la France Insoumise et qui vient d'être élu président de la Commission des Finances, est lui aussi l'objet, depuis ce matin, d'une plainte déposée par une femme qui se plaint de son attitude. Est-ce que ce qui s'est produit avec Damien Abad, à votre avis, vous devriez, vous aussi, l'appliquer à la France Insoumise? Jean-Michel Apathy, je vais vous dire, les violences sexistes et sexuelles sont un sujet suffisamment sérieux pour qu'on fasse bien attention à ce que nous disons les uns les autres. Et à l'instant, dans votre question, attention, vous savez. Venez de prendre, à mon avis, oui, eh bien permettez-moi de vous dire qu'à l'instant, dans votre question, vous prenez une responsabilité assez forte, celle de dresser un signe égal, parce qu'il y a une plainte, entre les faits qui sont reprochés à Damien Abad, les accusations dont il fait l'objet, et ceux dont fait l'objet depuis ce matin Éric Coquerel, qui a été, et d'ailleurs je salue son élection à la tête de la Commission des Finances, parce que ça c'est un événement politique, qui a été ce matin, qui a fait l'objet d'une plainte. Vous mettez un signe égal entre, disons-le, et expliquons aux téléspectateurs, quelqu'un qui d'un côté, Damien Abad, a été accusé, il y a eu des témoignages contre lui pour avoir potentiellement, il est accusé, il va s'en défendre sans doute, mais les témoignages c'est d'avoir potentiellement drogué et violé, si j'ai bien suivi comme vous les témoignages. Et de l'autre côté, vous me parlez d'Éric Coquerel qui fait l'objet d'un signalement et d'une plainte d'une personne qui dit avoir subi ce qu'on peut qualifié de drague insistante il y a 8 ans, qui elle-même disait encore, pas plus tard qu'hier, que tout cela n'était pas pénalement répréhensible, qu'elle ne jugeait pas avoir subi une agression. Et donc vous venez me poser une question en mettant quasiment un signe égal entre les deux. C'est pas moi qui suis coupable, c'est vous qui êtes responsable, c'est pas moi. Hein. La question... Oui, bien sûr, mais sauf que... Pardon, Jean-Michel Apathy, de vous dire que quand vous posez la question en disant « puisqu'il y a une plainte sur Abad, eh bien, il faudrait que vous fassiez pareil ». Pardon, mais on ne peut pas tout mélanger sur ces sujets. Voilà. Alors, je précise Adrien Quatennens que... Une des rares organisations... Je précise, Adrien Quatennens, que Sophie Tissier, celle qui a porté plainte, elle a porté plainte pour harcèlement sexuel et gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Donc, bon... ça mérite d'être analysé. Et surtout, ce qui est frappant, c'est la façon dont, autour d'Éric Coquerel, se constitue une forme de bloc et qui dit, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, ce sont les médias qui organisent un défilé d'accusateurs qui ont un point commun, leur activisme depuis des années contre la France insoumise, alors que ce sont des femmes de l'intérieur de la France insoumise, que ce sont des femmes qui prennent la parole, qui sont des féministes, qui sont vraiment dans votre famille politique. Donc il y a une réaction assez étonnante de faire bloc autour d'un homme, alors même que, et en faire un objet politique, une question politique, alors même que ce sont des femmes de votre camp qui posent la question. Pardon, Rutel Krief, mais votre manque de précision, je le crois, ne rend pas service à la cause. Et bien évidemment, c'est un homme qui parle, je ne suis pas le mieux placé. Il y a des femmes qui mènent cette lutte. Le combat MeToo, par exemple, est un combat formidable qu'il faut accompagner. Mais je me permets de dire, puisque c'est moi que vous interrogez à cette heure, que vos parallèles ne servent à mon avis pas la cause. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le cas d'Éric Coquerel, par exemple, je vous réponds sur des arguments que vous venez de me donner. Vous dites que ça vient de l'intérieur. Pardon, mais avec tout le respect que j'ai pour tous les protagonistes qui prennent la parole dans ce dossier, pardon, mais non, ça ne vient pas de l'intérieur. Madame Tissier n'a jamais été militante de la France insoumise, ni d'aucun parti. Elle a été des fois invitée à des événements. Je crois savoir d'ailleurs qu'elle n'appelait pas spécialement à voter avec nous. Bref, non, ça ne vient pas de l'intérieur. Par contre, vous avez de nombreux témoignages que vous pouvez aussi relayer. Amandine Feuillard. Qui ont travaillé avec Éric Coquerel, qui pardon, mais il y a un certain nombre de noms que peut-être les spectateurs ne connaissent pas, qu'on pourrait citer, qui sont des femmes de l'intérieur de la France insoumise, qui sont des féministes, comme Fatima Ben Omar, comme Amandine Fouillard, etc. Mais qui ont quitté la France insoumise. Qui ont quitté pour certaines, mais d'autres qui sont des féministes de gauche très impliquées. Donc, ce qui me frappe, moi, c'est pas la question du qualificatif de ce qui peut se passer, mais c'est la façon dont vous réagissez
au lieu de peut-être dire, il faut qu'on regarde et qu'on écoute, comme vous feriez pour n'importe quel autre homme, vous dites, attention, c'est une attaque politique contre nous. Non, elle vient de femmes engagées féministes. Rethel Krief, c'est pas parce que la situation est spécialement difficile que vous allez m'acculer ou me faire mettre sur la défensive. Ce que je vous dis est très clair. Nous sommes organisés pour traiter ce genre de cas. Par exemple, ce matin, il y a eu du coup un signalement de Madame Tissier qui a été déposé dans le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles à la France Insoumise. Je profite au passage pour vous dire que si toutes les formations politiques étaient organisées comme la nôtre pour traiter ces cas, peut-être il y en a de nombreux que nous n'aurions pas devant nous. Je pense par exemple, les faits reprochés des accusations dont a fait l'objet M. Darmanin sont par exemple sans aucune comparaison possible de gravité. Donc ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas tout mélanger et faire un pot commun avec tout cela. Et que précisément parce que la cause et ce combat est juste et nécessaire, il faut établir des règles aussi sur la manière de traiter. Ça ne peut pas être le fait de la rumeur, du qu'en dira-t-on, ça doit être extrêmement précis. Donc moi je vous le dis, puisque le comité de suivi des violences sexistes sexuelles de la France Insoumise a été interpellé, eh bien, il procédera de la même manière. Il y aura une enquête, des personnes seront entendues, écoutées. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des éléments dont nous avons, je peux vous le dire, cela n'a strictement rien de comparable avec les faits reprochés à M. Abad, et c'est salir le nom d'un homme sur la base, ça a été dit, de ce qui peut être considéré, moi je n'étais pas là, mais comme une drague insistante, de quelqu'un qui elle-même a dit que ce n'était pas pénalement répréhensible et que ça ne relèverait pas d'une agression, et qui décide désormais de porter plainte. Cela lui appartient et donc les enquêtes auront lieu. Mais je vous mets en garde, parce que précisément cette cause est juste et nécessaire et que ce combat est nécessaire, faisons attention nous-mêmes à ce que nous faisons et à la manière dont nous les traitons. Voilà ce que j'ai à déclarer. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Suffisamment clair. Je suis ravie de vous entendre dire qu'il faut faire attention à la manière dont vous le traitez et que ce ne soit pas seulement tout est politique et c'est parce que ce sont des ennemis politiques qui disent les choses. Adrien Quatennens. Renaud Pila a une question pour vous. Par ailleurs, attendez, Rethel Krief, avant Renaud Pila, si vous me le permettez, ça ne nous empêche pas de regarder précisément aussi, il faut le dire, de regarder précisément aussi qui sont les personnes qui se font les relais de rumeurs, quelles sont leurs intentions politiques, parce que on peut dire aussi que tout cela existe. Voilà, et ça ne remet pas en cause le mouvement MeToo, ni la juste cause des femmes. Il faut organiser les conditions d'accueillir leurs paroles, de les accompagner. Souvent, c'est dur de témoigner, mais on peut aussi ne pas être naïf et observer ce qui se passe. Adrien Quatennens, juste une question. C'est possible de le faire. Voilà.